Il est 8h38 et notre invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Si vous êtes là ce matin, aussi, c'est parce que vous avez réuni vos 500 parrainages. En fait, 559 parrainages, nous a dit hier le Conseil constitutionnel, donc c'est officiel, vous êtes candidat à la présidence de la République. Oui, et je veux remercier les maires, libres, indépendants, courageux, qui m'ont parrainé. Vous publiez aussi aujourd'hui un livre qui a pour titre « Mon agenda de président, 100 jours pour tout changer », Librio, idée. Nicolas Dupont-Aignan, j'y reviendrai. Vous allez nous donner votre calendrier si vous êtes élu président de la République et même votre gouvernement, j'ai vu. Nous allons parler de tout cela. Mais en attendant, l'actualité, nous allons évacuer très vite l'affaire Fillon. Nouveau rebondissement ce matin, Canard enchaîné en 2013. Marc Ladré de la Charrière, le propriétaire de la revue des Deux Mondes, lui a prêté 50 000 € sans intérêt. Ce prêt ne figure pas sur la déclaration de patrimoine rédigée par François Fillon. Votre réaction? Et si on parlait pas de François Fillon, une émission. Oui, mais c'est l'actualité aussi. Oui, mais bon, je m'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Oui. J'en ai ras-le-bol, pour parler un peu simplement, des histoires de Monsieur Fillon, de son feuilleton. Ça va se poursuivre d'ailleurs ce feuilleton, selon vous? Je n'en sais rien. Moi, je suis pas à sa place. Les Français souffrent depuis des années. Nous sommes à moins de, 50 jours de l'élection présidentielle. 23 avant le premier tour. Quand je regardais, c'était intéressant, je regardais ce week-end la télévision. Et vous savez, je me suis dit, tiens, ils ne parlent, ces hommes politiques-là, que d'eux, de leurs affaires, de leurs histoires. Jamais des Français. Mais est-ce qu'on on fait de la politique? Attendez, moi je suis engagé en politique. Pourquoi? Pour commenter les affaires de personnalités. Non, mais attendez, je finis ma phrase. Pour commenter les affaires de personnalités qui d'ailleurs ont déjà gouverné, ou pour parler des problèmes des Français qui me touchent et pour lesquels je veux apporter des solutions différentes. Si j'ai quitté cette famille politique il y a 10 ans, c'est parce que j'étais en désaccord sur le fond et sur la méthode, et que je pensais qu'il fallait reconstruire la vie politique. Aujourd'hui arrive ce que j'avais prévu malheureusement, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Quand on n'a pas de ligne politique, quand on ne sait pas ce qu'on propose à la France, eh bien on se déchire sur des détails, c'est-à-dire sur ce qu'il y a de pire en politique. Non, des détails. Ce que je veux dire, ce qu'il y a de pire en politique. Les divisions, les déchirements, les petites histoires. Mais attendez, si, un détail ou pas, la seule chose que je peux vous dire... Il n'empêche que vous-même, vous avez commenté abondamment cette affaire en disant, des questions dessus. En disant, pardon, mais même sans vous poser des questions, en disant, sans que je vous pose des questions, en disant, François Fillon doit se retirer, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit, le plan B, c'est moi. Oui, j'ai dit qu'à un moment... Le plan B, c'est moi. Quand je vois ce spectacle, je ne vais pas passer des heures dessus parce que je suis pas là pour critiquer les autres. Mais quand je vois des gens qui ont eu des dizaines d'heures d'antenne sur les primaires, qui ont dit qu'ils allaient se réunir et qui se déchirent à moins de 50 jours du scrutin, je me dis comment ils pourront gouverner ensemble dans 50 jours et assurer la survie de la France. Car ce qui est en jeu, c'est notre pays, notre bien commun. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les Français ont la conscience de la gravité de l'instant que nous vivons, de cette élection. Est-ce que notre pays sera un pays libre, fort, demain dans la mondialisation inhumaine qui est en train de nous broyer, ou est-ce que notre pays sera un pays de seconde zone dirigé par des gens qui ont failli? Voilà. Eh bien, je suis candidat à la présidence de la République avec les soutiens, le parrainage des maires parce que je veux présenter aux Français un autre destin. Pour la France et pour eux-mêmes. Vous allez présenter votre agenda et vos premières mesures. Marine Le Pen, j'ai encore 3 questions politiques. J'oublie François Fillon. Marine Le Pen vous propose, si elle est élue, de participer à une majorité gouvernementale. Est-ce que vous accepterez? Moi, je suis candidat. Oui. Cher Jean-Jacques Bourdin, pour éviter ce piège mortel, soit on continue avec les mêmes, soit on va au Front National. Si je suis candidat comme gaulliste, républicain, social, c'est bien parce que j'estime que ni Monsieur Macron, ni Monsieur Fillon et ni Madame Le Pen ne seraient des bons présidents pour la France. Mais si vous ne serais pas candidat. Mais si vous n'êtes pas élu, il va falloir que vous choisissiez. Pose tant que ça la question aux autres. Exactement. Je la pose systématiquement. Eh bien moi, je fais tout pour être élu et je dis aux Français qui m'écoutent. Heureusement. Oui, ben heureusement. Vous êtes candidat. Mais je dis aux Français qui m'écoutent, arrêtez de vous laisser, enfermer dans des faux choix.
Vous êtes libre, vous avez un bulletin de vote. Mais bien sûr. Eh bien, ce bulletin de vote, si vous lisez mon programme, ce petit livre, si vous écoutez bien les uns et les autres, tous les candidats de Madame Arthaud à Madame Le Pen, eh bien, vous ferez votre choix en conscience. Et j'ai pas à parler de l'avenir car je suis candidat pour mon pays. Pour qu'on parle de votre programme, répondez à mes 2 questions très vite. Comme ça, nous parlerons de votre programme. Très bien, je vous ai répondu. Second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Pour qui votez-vous? Je suis candidat pour éviter ce second tour. Bon, donc vous ne répondez pas. Bah non. Et deuxième question, est-ce que vous accepteriez de participer à une majorité parlementaire avec Marine Le Pen? Mais je suis candidat pour éviter ce type de majorité parlementaire. Bon, eh ben écoutez, l'Europe, Marine Le Pen, présidente de la République, engagerait des discussions avec les pays de l'Union européenne. Objectif, que la France retrouve sa liberté économique. Si la négociation échoue, référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et si les Français veulent rester dans l'Union européenne, elle partira. Vous aussi, vous voulez organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne de la France? Je veux organiser un référendum sur le nouveau traité, la nouvelle Europe, que je bâtirai avec mes partenaires. Oui, mais enfin, si vos partenaires ne veulent pas bâtir de nouveaux traités, de nouvelle Europe. Négatif. La France, c'est le Luxembourg. C'est un État, un petit pays, ou c'est un grand pays? Moi, je vous dis, et c'est toute la différence avec Madame Le Pen, je vous dis que la mauvaise Europe qu'on a construite depuis 20 ans peut être remplacée par une belle Europe, qui a d'ailleurs déjà marché. C'était l'Europe gaulienne, où il y avait des États adultes qui coopéraient ensemble sur de beaux projets. Et je refuse là aussi cette espèce de tout l'un ou tout l'autre. Soit on est soumis à une mauvaise Europe, comme on le vit depuis tant d'années, les travailleurs détachés, les délocalisations, l'immigration non contrôlée, des bureaucrates à Bruxelles qui décident à la place des démocraties, soit on part avec Madame Le Pen en disant « allez hop, on se tire ». Eh bien, je vous dis, et je l'explique dans mon petit livre, que l'on peut renégocier. Et je suis le seul homme politique, quand même, le seul, à avoir écrit un projet de traité alternatif. Et je sais, parce que je ne vis pas enfermé en France, je regarde ce qui se passe en Europe. Je sais qu'en Italie, en Allemagne même, en Espagne avec Podemos, dans tous les pays d'Europe, il y a des courants politiques de plus en plus puissants qui veulent reconstruire. Ils ne sont pas au pouvoir en Allemagne, ils ne sont pas au pouvoir en Espagne. Monsieur Bourdin, oui, quand même, vous êtes suffisamment éclairé sur l'histoire des peuples, l'histoire avec un grand H, pour savoir qu'elle n'est pas immobile, que les femmes et les hommes peuvent faire l'histoire, et qu'il n'y a aucune fatalité à subir son sort. Je vais prendre un exemple simple pour ceux qui nous regardent. Vous habitez peut-être dans un immeuble ou dans une maison individuelle. Oui, j'habite dans un immeuble. Dans un immeuble. Vous avez un syndic de copropriété. Est-ce que ce syndic de copropriété vous dicte votre façon de vivre? Non. Ce syndic de copropriété, il s'occupe des parties communes, de l'antenne de télé, de la toiture, du hall d'immeuble, s'il y a un jardin, de la tonte des pelouses, de ce qu'on ne peut pas faire seul. Je veux une Europe qui soit comme un syndic de copropriété, qui obéissent aux copropriétaires et qui s'occupent des parties communes. Européens ne vous disent non. Moi, je suis quelqu'un. Que faites-vous? Vous l'avez peut-être remarqué. Est-ce que vous avez proposé? Est-ce que vous organiseriez un référendum? Oui, pour la sortie de l'Union européenne. Je l'ai écrit en cas d'absurdité et de malheur, bien évidemment, et c'est d'ailleurs l'élément de la négociation. Oui. Comme l'avait fait le général de Gaulle sur la politique de la chaise vide, c'est de dire... Ou vous acceptez mon traité, ou j'organise un référendum. On fait ça de manière plus urbaine, mais ça veut dire ça. Mais d'ailleurs, je remarque que quand il y a eu de vrais chefs d'État, le général de Gaulle, Margaret Thatcher, qu'on aime ou qu'on n'aime pas en Angleterre, Helmut Kohl en Allemagne, ils ont fait ça. Et ils ont modelé l'Europe pour le meilleur ou pour le pire. Je pense au général de Gaulle qui a créé la politique agricole commune mais qui l'a arrachée après une négociation. Je veux un chef d'État, et c'est pour ça que je suis candidat, positif, concret, qui fait bouger les choses. On peut changer les choses sans obligatoirement tout casser. C'est la philosophie de ma campagne. C'est ce que j'appelle ce patriotisme de bon sens. Entre les forces d'abandon qui ont abandonné le pays depuis 20 ans, et qui veulent gérer la France comme s'ils étaient à la tête d'un conseil général. Et de l'autre côté, les forces de destruction, j'estime qu'on peut avoir une force de proposition. Et j'invite les Français à ne pas croire l'esprit ambiant qui voudrait que tout soit foutu, qu'on subisse son sort, ou alors qu'on casse tout. Est-ce que le peuple français, un peuple de raison,
qui a fait quand même beaucoup dans son histoire, n'est pas capable au moment où la mondialisation se casse la figure. Parce que on parle beaucoup, je vois toutes les discussions. Non mais attendez, on parle de nos petites affaires. On est dans le monde. Pour les plus modestes, parce que quand je vois les profits des entreprises du CAC 40, je ne suis pas certain qu'elles se cassent la figure pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle opprime les peuples. Elle opprime les peuples. Eh bien, je voudrais défendre le peuple français et pas seulement le peuple français. Vous avez vu la Grèce, 8e année. 8e année avec la baisse de sa richesse nationale. Est-ce qu'on peut imaginer une Europe où on condamne les peuples à la misère? Est-ce qu'on va subir ça? Je dis aux Français, on peut changer calmement, sans les excès, calmement. Bon, et on va y arriver. Votre agenda de président, regardons. Vous êtes élu, ouvrons votre livre. Vous êtes élu. Votre agenda des premiers jours. Vous allez très vite à Belfort. Hein? Alors là, Chialstom, on est bien d'accord. C'est le jour 3. Parce qu'il faut expliquer quand même à ceux qui nous regardent. Vous savez pourquoi j'ai écrit ce livre? Non. Parce qu'un jour, je suis rentré d'un déplacement et j'ai eu quelqu'un dans le train qui m'a dit « Ouais, tous les hommes politiques, vous blabla, tous ces programmes que vous n'appliquerez jamais, etc. » Et je me suis dit, j'ai un programme, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais si les gens sont écœurés des programmes, comment je vais faire comprendre ce que je veux faire? Et je me suis dit, je vais rédiger mon programme différemment. Je vais expliquer comment je ferai concrètement. Parce que je veux montrer aux Français, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut changer le pays, qu'on a tout en main pour le faire. Et j'explique comment, pas seulement ce que je vais faire, comment je vais le faire. Ça, c'est très important. C'est pas seulement je vais faire ça, c'est je vous explique comment, quel calendrier on va faire. C'est jour après jour. Dimanche 14 mai, avant de recevoir le futur Premier ministre, vous le connaissez, votre futur Premier ministre? J'ai une idée, mais je ne peux pas le dire encore parce que j'attends la situation politique. Mais pourquoi? Parce que vous avez une idée sur votre gouvernement. Je vais le donner. Je vais le donner, votre gouvernement. Donné des noms. Oui, je vais le donner. J'imprime le discours que j'avais rédigé le soir de ma victoire et prononcé place de la Bastille. Vous serez place de la Bastille si vous êtes élu. Oui, c'est la Révolution française. Je suis républicain. 4, le mercredi 17 mai, premier conseil des ministres. Le gouvernement va organiser, en même temps que le premier tour des législatives, 4 consultations par référendum. D'entrée, 4 référendums. Révolution institutionnelle, rétablissement des frontières nationales, instauration de l'impunité zéro et refondation de l'école. Oui, parce que l'école, on n'en parle pas dans cette campagne. On ne parle pas du savoir qu'on doit donner à nos enfants. Je veux annuler la réforme du collège qui abétit le collège. Je veux revoir la réforme des rythmes scolaires pour que dans nos territoires, on ne fatigue pas les enfants. Je veux remotiver les enseignants, c'est-à-dire les payer davantage. Ils sont responsables de l'avenir du pays. J'ai confiance en eux. Je veux une école unique. Je veux pas l'autonomie des établissements comme M. Macron ou M. Fillon, c'est-à-dire la destruction de l'instruction publique. Et je veux remettre sous tension l'instruction publique. C'est la réforme mère de tous. Et on n'en parle jamais des enseignants. Jour 6, le vendredi 19 mai, vous allez commencer à répondre directement aux questions des Français. Oui, comme le président américain. Parce qu'il y a des choses intéressantes ailleurs, il faut voir ce qui se passe. Posez sur Facebook. Oui, et vous allez répondre. Chaque semaine, vous savez que chaque semaine, le président américain parle aux Américains. Eh bien, moi, j'estime que le président français a des comptes à rendre et un dialogue à maintenir. Ils se sont enfermés tous dans leur tour d'ivoire. On les a élus et à chaque fois, ils nous ont échappé. Bon, comme s'ils ne voulaient plus, non mais Jean-Jacques Bourdin, c'est intéressant, comme s'ils ne voulaient plus regarder les Français, parce qu'au fond, ils ne gouvernaient plus pour le pays. Ils gouvernaient pour obéir à d'autres. Les multinationales, les banques, etc. Souvenez-vous, mon ennemi, la finance, ce que c'est devenu. Alors, c'est très intéressant. Le jour 8, le dimanche 21 mai, vous êtes en baie de Somme pour vous reposer, pour vous détendre et surtout pour prendre un peu de distance, comme vous le faites habituellement. Hein. Et jour 9 et 10, vous partez. Première visite à l'étranger, les 3 capitales du Maghreb. Pourquoi? La population du continent africain va doubler en 30 ans, une génération. C'est le plus grand choc démographique de l'histoire de l'humanité. 1 milliard d'habitants en plus. Et j'estime que la France et l'Europe, là, l'Europe, plutôt que de vérifier la taille des carottes ou des ascenseurs, ferait mieux d'avoir un grand plan de développement de l'Afrique, parce que je veux contrôler mes frontières, je veux éviter l'appel d'air migratoire en France, mais si on ne règle pas la question africaine, on sera submergé et ce sera le chaos en Afrique et en Europe. Eh bien, j'estime que le rôle d'un président de la République, parce qu'on élit un président de la République qui donne une vision au pays, c'est de retisser des liens avec le Maghreb, de favoriser la stabilisation de ces régimes, d'éviter le chaos au Maghreb,
et d'assurer le développement économique de l'Afrique. Donc mon premier voyage, oui, le premier grand voyage, c'est de dire on va tout faire pour stabiliser l'Afrique. On réglera la question des migrations, c'est-à-dire de l'assimilation en France, si on règle la question du développement économique là-bas. Bien, Nicolas Dupont-Aignan, je termine avec votre gouvernement, parce que là, vous êtes le seul, vous donnez des noms. Hein. Je vais vous donner la liste. Je la connais. Ramayad, aux affaires étrangères, comme ministre. Henri Guénaud, à la défense. Philippe Bilger, à la justice. Jean Lassalle, à l'aménagement du territoire. Malek Bouti, à la politique de la ville. Jacques Miard, aux affaires européennes. Enfin, celui qui ne veut rien changer à l'Assemblée nationale et qui pense que les députés... C'est pour ça qu'il s'occupera des affaires européennes. Oui, et que les députés vont porter un bracelet électronique. Enfin bon, etc. etc. Natacha Polony à l'instruction publique, et puis un patron de PME à l'économie. Voilà, c'est... Ben ça change, vous trouvez pas? Non, mais je veux bien, mais... Des gens libres... Alors, est-ce qu'ils sont d'accord? Je n'aurais pas posé la question. Ah bon? Attendez, il faut... Mais... C'est pourquoi j'ai voulu mettre quelques noms, pour dire qu'il y avait des talents dans notre pays. On peut s'en sortir. Quand je vois Natacha Polony, je ne sais pas si elle accepterait, je ne veux pas la gêner, je ne veux pas qu'elle soit virée d'une radio pour un journaliste, ça me gêne un peu qu'un journaliste fasse de la politique. Natacha Polony a écrit... Je déteste ça, oui, mais elle a écrit... Elle a écrit des textes sur l'instruction publique, sur l'école publique, extraordinaires. Il y a des gens de talent dans notre pays. Simplement, il faut aérer le système politique. Il faut faire confiance à ceux qui ont réussi, qui ont des idées. Un patron de PME. Pourquoi un patron de PME? Pourquoi Ramayad? Parce que c'est une femme courageuse qui, certes, on dit qu'elle aime pas les partis, etc., mais elle a résisté à des partis, elle a dénoncé certaines choses, et je trouve que c'est une femme courageuse. Henri Guénaud, qui ensuite, d'ailleurs, a voté non au référendum à l'époque. Henri Guénaud, c'est un homme très, très brillant. Malek Bouti est un homme de gauche, socialiste. Mais qui a dénoncé le communautarisme dans les banlieues en Essonne, qui a affronté les gangs, cette omerta des élus face à la gangrène communautariste et islamiste. Et je pense que là, il faut de la fermeté. Ce que j'ai voulu dire, Jean-Jacques Bourdin, c'est que des femmes et des hommes de bonne volonté, patriotes, qui aiment le pays, qui sont des républicains, peuvent redresser la France. Qu'il n'y a aucune fatalité à rester comme ça avec les mêmes. Et je veux dire aux Français qui m'écoutent, est-ce qu'ils vont continuer à voter éternellement pour des gens qui leur font du mal ? Parce que c'est ça la réalité. Et qu'il n'y a aucune fatalité à se faire du mal pour un beau peuple comme le peuple français qui travaille. Un patron de PME, très important. Toute la politique est faite pour les entreprises du CAC 40. Vous savez combien payent d'impôts sur les sociétés les entreprises du CAC 40 ? 3%. 8% selon les cas. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Si on compte les entreprises publiques, 8%. Si les entreprises privées, 3%. Vous savez combien paye un patron de PME ? Oui, je sais. Bon, je veux diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices uniquement réinvestis sur le sol français. Attention, je mets fin aux baisses de charges uniformes qu'ont fait messieurs Hollande, Fillon pendant 10 ans. Je veux que l'entreprise qui investit en France, qui achète une machine-outil, qui achète une voiture, une boutique, eh bien, un bonus fiscal. Eh bien là, vous verrez qu'on relocalisera des emplois. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu nous voir. On aura l'occasion de vous retrouver puisque maintenant vous êtes officiellement candidat à cette élection présidentielle. Il est 8h56.